La route est belle et le moment est génial, surtout lorsque vous êtes au guidon de votre monture. Stéphane Lafrance, votre animateur et guide pour cette prochaine balade à moto, vous propose avec ses invités une émission 100% consacrée à votre passion. Sans plus tarder, attachez votre casque et prenons la route avec Moto Balado. Je suis Stéphane Lafrance et il me fait plaisir de vous accueillir dans ce tout premier épisode de cette belle aventure que je me promets avec Moto Balado. J'espère que vous avez apprécié l'intro que j'ai réalisée avec la participation de mon ami de toujours, le narrateur Jean-François Nolin. Comme vous le savez peut-être, en plus d'être photographe professionnel à temps plein, je suis également à la tête d'une boîte de production audiovisuelle que j'ai appelée les Productions Millimiques. À travers mes productions de toutes sortes, j'apprécie beaucoup y déposer la narration et la voix de Jean-François et je suis content d'associer une fois encore à ma toute nouvelle folie qu'est Moto Balado. J'aime à dire que je suis hyper néophyte dans le domaine de la moto. Néophyte dans tout ce qui touche la mécanique, les termes mécaniques, la planification de voyage et le monde du Harley ou de la Harley-Davidson. Mais à travers mon émission, notre émission Moto Balado, j'ai l'intention d'apprendre et j'espère vous faire partager ces connaissances à vous aussi. Au fil de nos rencontres audio, vous apprendrez à me connaître et vous découvrirez quelles motos ont traversé la grande porte de mon garage. J'ai eu la chance, dans les 7 dernières années, d'acquérir des produits comme Honda, Suzuki, BMW et ma toute dernière venue, une belle Triumph au look rétro. Nous aurons la chance, le plus souvent que je le pourrai, d'en parler plus longuement, mais en ce tout premier épisode de Moto Balado, je me devais de vous rendre hommage, vous, les passionnés de moto, et inviter un jeune passionné de 25 ans qui, dans sa courte histoire avec la moto, a réussi à allier un démêlé avec la justice, alors qu'il n'avait même pas encore son permis de conduire de moto. Il a possédé près de 10 motos dans sa courte vie de motocycliste, qui a fait autour de 175 000 km au guidon de sa monture depuis son tout début avec sa toute petite cylindrée, et qui en plus a l'intention de rouler tout l'hiver qui vient. Entrons, si vous le voulez bien, dans le monde de Justin Laroche. Aujourd'hui, je suis très content de me retrouver en présence de mon ami Justin Laroche dans mon segment Ma moto ou La moto, ma passion. Salut Justin. Salut Stéphane. Comment on s'est rencontrés, moi, puis toi? On s'est rencontrés, ça fait un bout. Ça fait quoi? Ça fait 6-7 ans comme maintenant. Quand j'étais à Sherbrooke en physique, je venais toujours juste d'acheter ma première moto, une R3 999, tout excité, petit Justin. Dans le temps au Québec où est-ce qu'on avait encore besoin d'un accompagnateur, Justin s'en foutait un peu puis il disait pas d'accompagnateur, pas de problème. À qu'on part, on fait de la moto. J'ai fait un bon 4-5 000 km tout seul jusqu'au jour fatidique où est-ce que j'ai décidé de revenir chez moi. Puis là j'ai décidé, j'ai une moto, on est genre en avril-mai, il fait un peu froid, fait que je vais être la seule moto si je m'en vais sur King, genre la grosse rue de Sherbrooke. Fait que j'essaie d'aller sur la grosse rue de Sherbrooke pensant que je vais faire tourner tout le regard des filles, qu'il n'y a pas parce qu'il fait froid et il n'y a aucune fille qui marche, on s'entend, hein? Puis là, je décide de faire mon petit show avec ma petite R3, puis qu'est-ce que je vais pas, c'est de voir la rue, une police. Là, je suis genre, faudrait pas qu'elle lise ma plaque. Fait que je me fais droite-gauche, j'essaie de me mettre en avant d'un autre char pour pas qu'elle s'insère. Finalement, elle s'insère. Puis là, je suis genre, bon. Qu'est-ce que je fais? La police est derrière moi. Je pense pas que c'est une bonne idée de partir sur le peu de wheelie que la R3 peut faire. Je pense pas que c'est une idée d'essayer de tourner à droite puis à gauche puis de la perdre. Je pense que je vais juste croiser les doigts puis espérer que ça se passe bien. Puis ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas du tout bien passé, non. Gyrophare allumé. Whoop. Je me tasse de voir la route. Il vient me voir, il check mon permis. Je check autour de lui. Je check autour de moi. Pas d'accompagnateur. Il me regarde genre, t'es tout seul? Je me suis dit, peut-être. Puis, c'est l'histoire de comment j'ai eu mon premier ticket à moto avant même d'avoir mon permis complet. Parce que j'avais pas d'accompagnateur. 2-3 jours plus tard, je suis sur un groupe Facebook, un groupe Moto Sherbrooke. Puis je vois un post d'un petit vieux Chris qui est genre, hey, il y a un petit gars qui s'est fait coller sa route. Premier de la saison, probablement, le petit maudit. Là. Puis là, voulant bien récolter mon crédit, j'ai décidé de m'imposer. Puis j'ai commandé, c'était moi, puis j'avais pas d'accompagnateur. Fait que après que tout le monde a ri de ma gueule un peu sur le groupe, finalement Stéphane m'a offert d'être mon accompagnateur. On était à faire une ride, il est venu me chercher, comme un bon gentleman avec sa Vistrom avec genre 10 000 lumières auxiliaires dans ma face. C'était super intense. Puis on était faire ma première ride avec un accompagnateur, puis j'ai trippé. On s'est arrêté au McDo, puis on a parlé, puis vraiment, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, c'est comme ça que je suis tombé en amour avec Stéphane. Mais le vieux Chris, c'était pas moi, ça?
Non. OK. Quand on s'est rencontrés, Justin, la première fois où justement je t'ai mis mes lumières auxiliaires dans le visage comme ça, t'étais pas vieux. Non, effectivement. Dans le fond, ma première moto, je l'ai eue à 17-18 ans, quelque chose comme ça. Puis écoute, c'était vraiment tôt dans ma carrière, contre tout ce que mes parents avaient dit, contre tout ce que j'aurais pu faire dans ma vie d'intelligent. Fait que j'ai décidé d'avoir ma première moto malgré tout. Maintenant, je suis rendu à bon 25 ans. On est maintenant en 2021, presque 2022. Puis j'ai roulé tous mes étés, même si je me suis planté, même si j'avais des motos qui étaient plus ou moins viables ou pas. Puis là, ça fait un bon bail que je roule comme faut, là. 6-7 saisons comme faut. J'ai fait plusieurs voyages, Gaspésie, Havre-Saint-Pierre, le tour des États-Unis. Je me suis rendu jusqu'à Vancouver. Vraiment, je dois avoir entre 150 et 200 000 km en dessous de ma selle de moto. Puis j'ai environ eu peut-être une dizaine de bikes à mon nom. Parce que je changeais tout le temps, parce que j'en pétais, parce que je changeais des moteurs, parce que je décidais de voir si une moto ça vole. Ça vole pas. Essayez pas. En fait, non, ça vole. C'est juste que ça atterrit pas très bien, je dirais. C'est ça le truc. Puis ouais, c'est comme ça que mon expérience de moto, c'est parti. Tu as quand même beaucoup d'expérience avec beaucoup de montures, beaucoup plus que moi. As-tu le goût de m'en nommer quelques-unes des motos que tu as eues? Avec joie, je peux même te donner tous leurs noms, si je m'en rappelle assez. Fait qu'on peut commencer avec Zoé, la petite R3. R3 2015 bleu, 321cc, 2 cylindres, petit bike de débutant. Moi, j'ai trippé, commencé sur un petit bike, puis c'est ça que je recommande à tout le monde, parce que c'est pas le power qui manque quand tu commences à faire de la moto. Puis c'est vraiment plus facile à apprendre la moto sur un bike pas qui te fait pas peur, mais un bike où est-ce que tu te bats pas contre la moto, que tu te bats pas contre le power. Puis c'est vraiment, vraiment plus fantastique. Puis écoute, j'ai été jusqu'en Floride avec la petite R3, fait que j'ai eu aucun problème. Je me suis rendu à la Tail of Dragon, une route mythique au Tennessee, qui est connue pour avoir 311 courbes en 11 miles, quelque chose comme ça. Puis écoute, les similaires, si le gars savait pas rider le moindrement, la R3 a passé à côté, puis on s'en foutait, là. Par la suite, j'ai directement upgradé à une Triumph Sprint ST. C'est un 1050cc, 3 cylindres. Je voulais pas aller vers un 1000cc tout de suite. Par contre, je voulais rester en sport touring avec un look sport. Puis j'étais un gars qui cherche aussi un peu quelque chose qui est différent, quelque chose qui est rare. Puis c'est la seule chose qui tombait dans mes trucs. Puis une fois que je tombe en amour, on sait tout. Hein, tu tombes en amour avec une moto ou un short, tu tombes en amour, puis c'est done, là, c'est fini, il faut que tu l'ailles. Fait que bref, j'ai eu ce bike-là. Puis c'est ce bike-là, d'ailleurs, que j'ai essayé de faire voler, puis qui n'a pas volé, à une track, à Mécaglisse. Je l'ai éclaté. Le bike, puis ma clavicule en même temps, d'un coup. Finalement, j'ai décidé de racheter un autre bike pareil, une Sprint ST, pour essayer d'échanger des pièces puis faire un bike avec deux. Finalement, j'ai réussi à regarder les deux bikes roulables. Puis j'ai roulé les deux Sprint ST pendant un bout. J'ai vendu les deux Sprint ST à un gars de l'ETS, qui est maintenant mon capitaine de Baja, qui est un club dans lequel je fais partie à l'ETS, l'École de technologie supérieure, qui est une école de génie à Montréal. Puis je pense que c'est ça pour les sprints. Après ça, je suis allé tout de suite vers une Ducati Monster S4 RS qui est 130 HP, 100 Nm de torque. C'est léger. Ça pèse 380 livres mouillés. Là. C'est incroyable. Là. Je twist le throttle à peine un petit peu, puis elle passe le wheelie, puis elle part comme une folle. Un son de fou. Vraiment, c'est un bike ultra intense. Moi, j'ai vraiment trippé avec ce bike-là. J'ai pas fait tant de voyage avec parce que c'est Ducati à 60 000 km avec un deuxième moteur. J'avais juste peur en général. Finalement, elle a été super bonne. J'ai rien à dire. Après ça, là, je suis rendu à une 2018 Triumph Street Triple RS. J'ai acheté presque neuve à 2000 km avec plein de bling-bling que l'ancien owner a mis. J'ai vraiment un super bon prix. Puis j'étais allé jusqu'à Vancouver, le retour avec, eu aucun problème. J'ai trippé, j'ai fait de la track avec. Puis c'est le bike que je roule en ce moment à tous les jours. Après ça, dans les bikes qui sont connexes, ça c'est ce que je vous ai nommé, c'est tous les bikes que j'ai toujours roulés. Mais dans les bikes connexes, les bikes où est-ce que je m'amuse, je fais des conneries, ou les bikes que je prends quand je fais de l'hiver ou du off-road, là. J'ai eu un Husqvarna SMS 630. En fait, j'en ai eu deux. Parce que j'ai sauté le moteur de 1 à la track, parce que à la track, j'ai pas checké mon niveau d'huile comme un Toto. Puis ben, je suis revenu, puis ça a fait bing bang boom. Le moteur a arrêté de fonctionner, ça à 10, puis il n'y avait pas d'huile. Fait que j'ai décidé d'acheter un autre bike, un autre SMS complet pour changer le moteur puis le mettre dedans. Après ça, j'ai vendu ce bike-là, puis c'était correct. J'ai échangé le frame de l'autre avec un autre qui c'était une BMW
F650 GS Dakar que j'ai chaussé avec des beaux pneus d'hiver venus tout droit de Turquie. Puis là, c'est mon bike d'hiver. Ça fait une saison que je roule en hiver avec. Oui, la police m'arrête tout le temps. Oui, c'est du chiard. Mais au moins, j'ai ABS, poignée chauffante. Puis quand ça va bien, ça va bien. Puis encore une fois, vu que tu as un bike à Montréal, tu cherches pas de parking. Tu arrives à un banc de neige, tu le crisses dans le banc de neige, tu le laisses là, il bougera pas. C'est ça. Après ça, quel autre bike que j'ai eu? J'ai eu un Husqvarna TC510 qui est un motocross. Puis là, j'ai décidé de mon tout brillant Justin. J'avais quel âge? J'avais genre 20 ans, 21 ans. Je vais faire un bike pour aller sur la route avec un motocross. Fait que là, j'ai tout undergo le projet au complet. Puis là, tu sais, un motocross, ça n'a aucun circuit électrique, ça n'a rien. Mais ça a un stateur quand même. Fait que là, j'ai décidé de désassembler le stateur. Il a fallu que j'augmente la quantité d'enroulement autour du stateur pour avoir plus d'ampérage, pour soutenir des lumières, des flashers, des trucs de même. Puis j'avais tout fait mes calculs parce que dans le temps, j'étudiais en physique. Puis en tout cas, je pensais que j'étais bon. Là. Mais ça a marché. Bref, j'ai réussi à faire un bike qui était presque légal sur la route. Si c'était pas du mineur inconvénient que c'était une motocross puis qu'elle pouvait jamais être plaquée sur la route que j'ai appris par la suite. Ben par la suite. J'aurais pu l'apprendre d'avance. Mais j'ai pas fait. Fait que bref, j'ai dépensé quelque chose comme 500$ dans ce bike-là pour essayer de le rendre légal sur la route avec un petit dash, une clé, des lumières avant-arrière, tout du filage pour faire mes flashers, un relais, toutes les shit. Puis ben, au final, quand je suis arrivé pour la plaquer, ils m'ont dit que ça se passerait pas. Fait que j'ai tout enlevé les lumières puis la conversion. J'ai revendu le bike comme ça. Puis je pense que c'est ça. Ouais. Le dernier bike que j'ai, c'est un bike qui est très proche de mon cœur. C'est le bike de mon père, en fait. Puis c'est une Kawasaki 650 1979. Une vieille affaire, 4 cylindres. Puis je l'ai... Dans le fond, c'est comme le premier bike que j'ai en ma possession. Puis comme j'avais aucune expérience de mécanicien dans ce temps-là, ou aucune expérience de moto puis de mécanique en général, ben j'ai décidé de prendre la boîte à air puis de l'enlever parce que je la trouvais laide. Fait que là, j'ai tout foiré le mélange des carbus. Puis là, j'ai commencé à gosser avec les carbus pour essayer de régler le problème. Ça n'a pas marché. Puis là, j'ai changé mon intention au timing puis au ignition. Puis ben j'ai encore foiré ça. Fait que là, la moto est tout croche. Puis il faut que je prenne le service manuel puis que je check comme du monde qu'est-ce que j'ai à faire dessus parce que vraiment, j'ai tout foiré ça. Mais c'est un bike que j'aime beaucoup. C'est le fun que tu approches ton père dans toute cette relation-là que tu as avec la moto. Parce que ton père a été signifiant dans ta vie, justement, pour le motocyclisme. Oui, exact. Dans le fond, toute ma passion de la moto part de mon père. Mon père a eu des motos toute sa vie. La Cosette, en fait, c'est une moto qu'il a eu de son secondaire. Je sais plus quand, mon père était vieux. Jusqu'en 2007, où est-ce qu'il a acheté sa nouvelle BMW 1200 RT, que d'ailleurs, tu as eu la nouvelle version, Stéphane. Puis, ouais, dans le fond, moi, je me levais le matin, je voyais mon père partir avec sa moto, je le voyais revenir avec sa moto, je le voyais partir fâché parce qu'il y avait une engueulade avec ma mère ou quelque chose à travail, puis je le voyais revenir avec le sourire. Puis j'étais genre, oh, ça a l'air cool. Dans le temps, quand j'étais vraiment jeune, je m'asseyais sur la tank en avant, puis on fait des raids. Là, moi, j'étais prêt parce que je pouvais toucher au guidon, puis j'avais l'impression que je contrôlais quelque chose. Puis là, quand je suis devenu trop grand, il m'a mis en arrière, puis en arrière, moi, je trippais plus. Moi, je trippe pas en partager en moto, je me sens pas en contrôle, je comprends pas ce qui se passe, puis je déteste ça. Fait que quelques années après qu'il me mette en arrière, j'ai dit, écoute, papa, genre, je ferai plus de raid avec toi en passager. Prochaine raid qu'on va faire, ça va être avec nos deux motos, un à côté de l'autre. Juste pour situer les gens, ce matin, on s'est rencontrés à la Shop, qui est un restaurant qui est à Magog. Mais il y avait beaucoup trop de bruit pour faire une entrevue. Là, on est rendu à côté d'une table de pot, dans un petit bistrot qui est juste situé à côté. Puis on est en train de savourer 2 belles Corona. Puis je suis bien content d'être ici aujourd'hui puis de faire cette entrevue-là avec toi. J'aimerais ça que tu me parles. Je sais que tu as fait beaucoup de trips en moto. Un jour, tu m'as dit, Stéphane, je monte en Gaspésie. Puis quelques heures plus tard, salut Steph, je suis rendu en Gaspésie. Tu es un gars il n'y avait pas de limite, justement, de te freiner à dire, bon, je m'en vais là, puis je vais le faire en moto, dans peu importe les conditions de moto. Peux-tu me parler de ton plus beau, peut-être ton plus récent voyage, mais ton plus beau voyage que tu as fait, ton trip, le majeur que tu as fait? Avant de toucher au trip majeur que j'ai fait, j'aimerais aussi mentionner comment moi je décide de partir en moto, puis comment je décide de partir sur ces coups de tête-là. C'est pas tout le monde qui fait ça, puis c'est pas quelque chose que j'aurais fait normalement non plus. Moi, généralement, mon père et ma mère avaient très peur de partir en voyage. Mon père s'est toujours dit, à ma retraite, je vais aller louer une moto en Europe puis je vais faire tous mes voyages.
Puis au final, mon père est mort avant de pouvoir prendre sa retraite. Il est mort avant qu'on puisse faire notre première raid de moto ensemble. Puis moi, je me suis toujours dit que je ne vais pas attendre pour faire les choses que j'aime. Puis si j'ai envie de faire quelque chose, ben, je vais m'assurer de pouvoir le faire, puis je vais le faire. Puis moi, c'est un peu ma philosophie de vie quand je pars en moto. C'est souvent décider une semaine à l'avance, 2 semaines gros max. Puis c'est comme ça que je suis parti en Gaspésie, par exemple, ou en Nord-Saint-Pierre, ou dans des trucs de même. Fait que pour ce que je te dirais, mon plus gros trip de moto... c'est une très bonne question, Stéphane. J'aime vraiment tes questions. Je pense que le plus beau trip de moto, ça va être en Nouvelle-Orléans. Dans le fond, j'étais avec la Triumph Sprint ST. J'avais fait le tour des États-Unis. J'ai parti de Montréal vers Ottawa. J'ai traversé dans la Niagara au Michigan. J'étais rendu de la côte du Sud. Je me suis fait rentrer dedans par un 18 roues. La moto était pétée. J'ai ramassé la moto. On a géré les choses. Je me suis healé un petit peu. On a rembarqué sa moto. Puis je suis reparti finir le voyage. Puis en Nouvelle-Orléans, en fait, parce que dans le fond, je suis allé jusqu'à San Francisco, descendu jusqu'à San Diego, puis ensuite je suis revenu jusqu'en Nouvelle-Orléans. Puis en Nouvelle-Orléans, j'ai décidé de prendre un cours de cuisine là-bas. Puis, ouais, c'est bizarre, là, c'est pas rapport, mais j'ai plusieurs passions dans la vie, puis la cuisine, c'en est une. Puis j'ai décidé de prendre un cours de cuisine haïtienne, donc jambalaya, puis ces trucs-là, en Nouvelle-Orléans. Puis écoute, cette journée-là, il pleuvait vraiment, vraiment gros, puis c'était vraiment censé être une journée misérable de pluie parce que j'allais arriver trempé dans un cours où est-ce que je connaissais personne. Puis j'ai tellement parti la moto avec de l'appréhension, puis j'avais tellement peur de poigner ma journée. Puis au final, écoute, je suis arrivé trempé. J'ai tellement une belle journée de moto, de cuisine. Quand je suis sorti, j'ai vu la moto qui était toute mouillée, toute trempe. Puis mes bottes qui faisaient encore squick. Puis j'ai laissé un soupir de contentement. J'étais vraiment heureux d'être au point où j'étais, que j'avais eu le guts de me rendre là. Puis juste de regarder en arrière et de dire, wow, j'ai fait presque genre 15 000 km de moto tout seul après une bêche de moto. Puis il y a de la pluie comme ça, pas d'allure en ce moment. Puis j'ai le gros sourire aux lèvres, puis je suis vraiment content. Puis pour moi, c'est ça que la moto signifie. C'est ça que ça fait pour moi. Indépendamment, je suis en Europe, en Amérique ou juste au bon vieux Montréal ou Sherbrooke, là. Puis c'est vraiment comme ça que moi, la moto, c'est quelque chose qui me touche vraiment, vraiment bien. Très bientôt, je vais pouvoir annoncer à nos auditeurs la fois où j'ai eu l'air le plus fou. Je me garde une petite gêne parce qu'il m'est arrivé souvent d'avoir l'air fou au volant de mon guidon. Mais j'ai le goût de te lancer cette question-là. Peut-être que tu vas pouvoir éveiller des jeunes conducteurs ou des jeunes qui ont déjà vécu la même expérience que toi, puis tu vas juste renouveler avec ce plaisir-là de comment tu as eu de l'air fou. Encore une fois, super question. Puis ça paraît que t'as pas envie de dire ta fois le plus fou parce que t'as peur que la mienne soit moins pire, hein? OK. Mais moi, j'en ai plusieurs. Écoute, j'étais un petit mongol, là. Comme maman dirait, j'étais un petit Chris, hein? Puis écoute, je fais n'importe quoi, allant de chatouiller les pieds des orteils des gens qui sortent des chars sur l'autoroute à juste prendre une coupe vraiment plus vite que ce que je devrais avec un bike que je connais pas. Je parle de Harley, là, pour les gens qui connaissent pas. Puis, en fait, moi, la fois où est-ce que j'ai envie de vous partager, où est-ce que j'ai eu l'air le plus fou, peut-être pas le plus fou, mais vraiment pas pire fou, là. J'étais encore une fois sur la R3. Je m'en allais faire du rafting pour un party d'employés de je sais pas trop quel job que j'ai eu. Puis, ben, sur la route de Montréal à Ottawa, ben, j'ai rencontré une fille dans un char. Puis, en fait, c'était pas juste une fille, c'était 2 filles, puis elle était quand même pas pire de mon goût. Puis là, Justin, avec sa R3, pensant encore que les motos, ça attire les filles. Je suis ah ouais, man, un gars en moto, les filles, ouais. Puis là, ben, je pensais à côté des filles, puis ils m'ont donné un thumbs up. Puis là, je suis ben, c'est it's in the bag, hein, on s'entend. C'est facile de même. Fait que là, je me suis dit, ben là, je peux pas arrêter ça là. Il faut que je leur parle. Puis là, je suis ben là, je peux pas leur rentrer dedans, je vais mourir. Je peux pas la break check, j'ai peur qu'ils me rentrent dedans, puis je vais mourir aussi. Là, je vais penser un peu. Puis là, je dis, je vais donner mon numéro de téléphone. Donc là, attends un peu, là, comment je fais ça, donner mon numéro de téléphone? Donc là, je pense à ça, puis là, je suis ben oui, avec mes doigts, c'est simple. Fait que là, je me mets devant eux, puis là, je commence. Je lève la main gauche, puis là, je fais 5, 1, 4, puis là, je fais le reste des chiffres, puis là, j'arrive à un chiffre qui demande 2 mains. Mais là, j'avais pas fait de temps, fait ça, ôter les 2 mains du guidon. J'avais fait beaucoup en vélo, mais en moto, j'avais pas fait tant que ça, puis là, je suis Puis là, je voulais pas trop attendre parce que les filles allaient se demander c'était quoi l'autre numéro. Fait que d'un coup, j'ai lâché les 2 mains du guidon, j'ai fait l'autre numéro. J'ai failli me blander parce que j'étais arrivé sur la bande vibreur au milieu. Puis après là, j'ai pris le contrôle. J'ai fait comme si je suivais mon front aux filles.
Je pense qu'ils ont ri un peu. J'ai fini le numéro de téléphone. Puis finalement, j'ai pris ma sortie. Puis eux, ils ont pris la leur. Puis, écoute, ils m'ont appelé. Puis, ils m'ont appelé. Puis là, tu me dis, ben là, comment tu sais qu'ils t'ont appelé? Ben, c'est parce qu'en moto, tu peux avoir un truc qui s'appelle un système de communication, qui est une espèce de petite machine Bluetooth que tu mets sur ton casque, puis qui est plugué à ton cellulaire. Tu peux écouter de la musique, tu peux recevoir tes appels, tu peux avoir ton GPS, des trucs de même. Puis, ben, j'ai reçu l'appel des deux filles. Puis là, encore une fois, vous pensez que ça finit là, puis non, les filles, ils parlent anglais, hein. Moi, j'étais pas prêt pour tout, hein. Fait que je suis genre, oui, allô, avec le gros accent québécois. Puis là, ils parlent anglais, puis j'avais aucune idée c'était qui m'appelait, parce que ça faisait un bon 15 minutes que genre j'étais parti, genre, fait que, puis on s'avait séparés. Je pense j'ai mis un numéro pas bon, puis ils ont gossé, là. Puis bref, on a parlé. Puis c'est ça, les deux avaient des chums, puis ils trouvaient juste que ma moto était belle, puis j'étais déçu. C'est pas mal ça. Je trouve ton dénouement un peu triste. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus solide jusqu'à la fin. Je suis pas aussi bon que ça avec les femmes. Mais j'ai goût de dévoiler une des fois où j'ai eu l'air le plus fou en moto. J'étais à ce moment-là propriétaire d'une ST1300. Tu vu ma Honda ST1300? Oui. Je m'en vais dans le Vermont, dans une auberge avec un ami qui s'appelle Rénal et son épouse. Je suis avec mon épouse. On s'en va dormir dans une auberge, une merveilleuse auberge que je ne me rappelle plus de l'endroit. Le soir, quand on stationne nos motos l'une à côté de l'autre dans la cour de l'auberge, et puis la cour de l'auberge, il y a comme une petite pente là, ascendante. Puis moi, j'ai appris à travers mes cours, tout ça. Ça fait pas longtemps que je conduis une moto. C'est ma première moto depuis que je reprends mon nouveau permis de pouvoir conduire ma moto, ma nouvelle classe. Et je mets le nez de ma moto, la roue en avant, dans la pente pour que la moto puisse s'appuyer confortablement sur le pied de la moto. Et je barre la moto. J'enlève l'émission, je barre le volant pour pas qu'elle bouge, puis je m'en vais me coucher comme ça. On va souper, on va se coucher. Le lendemain, en fait, le soir avant de me coucher, je me suis dit, j'ai un cadenas pour pouvoir verrouiller mon disc brake en avant. D'un coup, je me ferais voler ma moto. Première moto, était toute neuve. J'avais peur de la perdre. Je sors de la chambre de mon épouse, je vais aller verrouiller la moto. Je mets le cadenas sur le disc brake. Et puis avec ce cadenas-là, qu'est-ce qui est fourni avec? C'est une espèce de câble que tu vas longer la moto, puis tu vas accrocher après ton steering, après un de tes guidons, un bord ou l'autre. Juste pour te rappeler que tu as un cadenas sur le disc brake. Mais moi, j'ai omis de le mettre. Je me suis dit que c'est ça. Je ne mettrai pas le petit câble. Le lendemain matin, on remet tous nos bagages parce que vous savez qu'une ST1300, c'est pourvu de belles grosses valises. Et on remet tous les bagages dans les valises rigides de la moto. Et j'embarque sur la moto. J'attends que mon épouse finisse de se préparer pour pouvoir embarquer derrière moi. Et je tire la clutch pour désengager la première vitesse. Puis la moto, recule peut-être de, 2 pouces. Puis à ce bord-là, mon chum Rénal est à côté de moi, est à ma gauche. Et puis là, je lui dis, j'avais lu à quelque part que certaines motos avaient un système d'anti-recul pour pallier quand tu es dans les côtes, pour pouvoir... J'avais ça sur ma BM, une espèce de frein à main que je pouvais mettre en attendant de pouvoir partir sa première pour pouvoir accélérer puis monter la côte. Fait que là, je dis à mon ami Rénal, j'ai dit, regarde, ST est pourvu d'un petit système pour m'empêcher de reculer. Il dit, ouais, capoté, c'est ton affaire. Fait que là, ma femme embarque, on est tous prêts à partir, on se fait un petit signe de tête. Là, vous savez comment que ça marche, un petit signe de tête? Avec le plaisir en vue pour pouvoir rouler. Écoute, ma moto a fait peut-être, je sais pas moi, 1,5 pied à terre, puis à bord. Paf! Parce que là, le cadenas venait de faire le tour de la roue, puis il venait de ramasser la fourche en avant, la fourche amortisseur, a barré la moto. Fait que moi, mon épouse, bang, on descend, puis on tombe sur le côté. Ça, c'est la fois où j'ai eu l'air le plus fou. Où est-ce que je suis parti avec un cadenas sur mon disc brake en avant. Là, il ne faut pas se cacher, on s'en allait faire l'ascension du mont Washington en moto. À partir de l'auberge... Il n'y a pas eu trop de dommages après ça, parce qu'un disc brake qui rentre sur la fourche puis sur l'étrier, ça ne va pas faire du bien. Écoute, j'étais tellement nerveux à partir du moment qu'on a tombé jusqu'à notre destination, qui était notre prochaine destination, le mont Washington. Tout le long, ça vibrait dans mon guidon. C'est comme si mon disc brake, quand il flacotait dans les pads à frein, je ne sais pas trop c'est quoi, là,
Mais je sentais la vibration. Puis là, j'ai dit à ma femme, on va avoir des réparations à faire sous la ST. Fait que là, je n'étais pas content de moi-même. C'est un mauvais coup. Puis à partir de l'auberge, où est-ce qu'on était, juste pour se rendre au Mont-Washington, il y a un endroit qui est magnifique. On a décidé de s'arrêter les deux motos pour pouvoir enjoyer finalement qu'est-ce qu'on pouvait voir au loin. Fait que, mon chum, il se stationne, je me stationne à côté de lui, mais c'était encore dans une maudite pente. Et puis la pente, bien, je la prends, puis je me stationne à côté de mon ami, mais d'une mauvaise façon. Fait que quand je viens de mettre mon pied à terre, la moto part, puis je l'échappe encore à terre. Deuxième fois que je l'échappe, dans à peu près 40 minutes de temps, je shakais encore en dedans de mon premier drop à l'auberge. Là, pendant que la moto tombe, j'entends encore ma femme dire dans nos systèmes de communication, « Ben, qu'est-ce que tu fais? » Fait que là, la moto est rendue à terre. Là, tout de suite, mon chum, il vient me voir, puis il remet la moto sur ses deux roues avec moi. Et puis là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, cette moto-là, on la vend. Puis 3 semaines plus tard, je l'ai vendue pour, justement, ma Suzuki V-Strom 1000. Mais ça, c'est la fois où j'ai eu l'air le plus fou. Écoute, l'entrevue avance, mon ami Justin, puis j'ai le goût de te faire une espèce de plusieurs questions que tu vas répondre à la volée, puis peut-être que tu peux mettre un peu plus de gravy autour de chacune d'elles. Mais on se lance. Tu m'as parlé que tu avais un système de communication pour pouvoir ajouter à ton casque. C'est quoi la marque de ton système? Pour l'instant, j'ai toujours utilisé un Sena 20S pour les 6 premières années de mon... 6-7 premières années de mon cursus de moto. Ouais, exact. Puis j'ai jamais eu de problème. La batterie durait environ 12 heures. Rain of Shine, vraiment trempé. Elle n'a jamais eu de problème. Le son était bon. Il y a une fois que le fil commençait à fatiguer puis il commençait à mal aller. Puis j'ai juste changé le fil et les speakers pour $50 sur Fortnite. Ça allait super bien. Puis récemment, j'ai upgradé à un Sena 50S, me semble. Je sais pas pourquoi il rush un peu. Ça doit être un flou, sûrement un défaut de fabrication. Mais il ne se connecte pas à sa base correctement. Pas comme le 20S faisait. Dans le fond, je le clip à sa base, puis il ne connecte pas au speaker, puis il ne marche pas. Il faudrait que je check. Là, peut-être que c'est peut-être software, c'est peut-être hardware. Mais le 50S, il ne marchait pas tant pour moi. Mais le 20S a toujours bien fonctionné. Est-ce que tu écoutes de la musique en roulant? Presque toujours. Puis quel genre de musique j'écoute? J'imagine que c'est une prochaine question. Ah, je t'ai vu venir, hein? Mais le genre de musique que j'écoute en moto, ça va dépendre beaucoup de ce que je fais et comment je feel. Si je suis sur une track de moto puis j'ai envie de m'exciter, ben je vais y aller avec du rock ou de la musique de drift, des trucs comme Fast and Furious puis Tokyo Drift, des trucs de même genre. Mais là, le danger avec ça, c'est plus j'écoute ça, plus je deviens rapide puis moins je fais attention à mes trucs. Fait que si je fais juste écouter de la musique rock puis des trucs intenses sur la track, je finis par me planter tout le temps. Fait que sur la track, je commence avec du rock puis je finis avec du classique tout le temps. Puis sinon, quand je suis en moto, généralement, je mets juste mon Spotify sur Shuffle, puis je laisse aller, puis il y a tout. Écoute, il y a du Bee Gees, il y a du Bohemian Rhapsody, il y a du Cardi B, il y a du Anaconda de Nicki Minaj, il y a tout. Puis moi, je triple, j'ai vraiment pas de problème. Là. Alors, mesdames, vous connaissez maintenant sa playlist. Toi, Justin, t'es-tu plus casque ouvert, casque fermé? Ça dépend à quel point je veux manger des moustiques, hein. Mais non, généralement, je prends toujours un full face parce que j'ai de l'expérience à me planter. Hein. Puis j'aime bien les full face juste parce que je me sens cosy dedans. Puis j'aime ça que ma face soit serrée puis que je me sente en sécurité. Là. Ouais, fait que full face tout le temps avec un bon windshield. Puis souvent un drop-down visor. Je sais pas comment le dire en français. Dans le fond, c'est un petit viseur fumé que tu peux dropper. Fait que, ouais, c'est une lunette de soleil intégrée au casque. Puis pour les gens qui se demandent, je ride toujours avec des lunettes. Puis j'ai jamais eu de problème de confort ou de trucs de même. Noël s'en vient. Puis je me suis dit peut-être qu'on pourrait intéresser nos auditeurs à savoir qu'est-ce qu'on pourrait acheter. Un motocycliste, as-tu un accessoire, une pièce de vêtement que tu utilises quotidiennement en moto puis que tu aimerais nous en parler parce que tu l'apprécies beaucoup? Super question, Stéphane. Acheter des trucs pour des motocyclistes, des cadeaux de Noël, c'est pas toujours facile parce que tu sais pas. Des fois, peut-être que le gars, il va avoir des gants qui matchent avec sa moto, mais tu sais pas ce qu'il veut exactement parce qu'il y a tellement de gants de moto. Il y en a des ventilés, il y en a des pas ventilés, il y en a avec des pucks, pas de pucks. Écoute, il y a plein de choses. Mais moi, ce que je recommande à tout le monde, puis s'il y a un cadeau à acheter, c'est un truc qui s'appelle un helmet lock. Dans le fond, c'est une espèce de mousqueton que tu peux barrer avec un code. Puis tu peux barrer ton casque sur ta moto. Parce que s'il y a bien une chose qui est gossante de la moto, c'est de devoir charger ton casque partout. Là, j'en conviens, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de laisser ton casque sur la moto.
Mais moi, je me parque souvent sur des grosses artères, sur des rues où est-ce que si tu essaies de voler un casque, tu vas te sentir mal parce qu'il y a toujours plein de monde qui passe. Puis en plus, il y a plein de police qui passe. Fait que moi, je lock toujours mon casque dessus. Puis dans le fond, c'est une espèce de mousqueton qui s'ouvre vers l'extérieur, qui a un code à 4 chiffres. Puis tu peux changer ce que tu veux. C'est un grand mousqueton, d'ailleurs. Ouais, c'est un grand mousqueton. Écoute, tu peux l'utiliser. Je l'ai utilisé une fois pour remorquer un char. J'avais une corde, j'avais pas envie de faire un nœud avec la corde, fait que juste utiliser le mousqueton pour faire le lien. Puis ouais, c'est ça. Bref, je le garde toujours accroché après les sangles où est-ce que la ceinture s'en va. Il est toujours accroché là à ma droite. Puis ben, je lock toujours mon casque là. Des fois, tu peux locker d'autres choses, des sacs à dos, des trucs de même. Écoute. C'est tout petit, c'est tellement versatile, c'est fantastique. D'ailleurs, c'est toi qui m'as fait acheter mon sac à dos de moto. Quand on s'était rencontrés la première fois, tu avais un sac à dos Icon, je pense, quelque chose comme ça. Hein? Ouais, avec des sangles de pilote en avant. Ouais. Ça s'attache comme un pilote. OK, mais là, tu le vends pas bien. Là. C'est un Icon Squad 3. Ils en font plus. Moi, c'était mon premier sac de moto qui m'a duré 4 ans jusqu'à temps que je sorte d'une station-service puis que je le ramasse sur la poignée d'aluminium trop courbée puis trop pointue, puis j'ai tout déchiré le sac. Mais écoute, il y avait eu du véhicule, il était rendu mauve des rayons UV, là, il a commencé noir. Mais c'est une espèce de... T'as comme une espèce de veste en avant avec des trucs réflectifs puis des poches. Puis la poche est genre exactement la 16 d'un passeport canadien. C'est fantastique. Fait que moi, à chaque fois que je partais, je mettais mon passeport là, puis il était toujours sur mon cœur. Fait que, c'est bon pour les pockets si tu t'en vas à des places de même. Puis 2, c'est toujours facile parce qu'en moto, t'as pas envie de sortir de ta moto, d'aller voir tes bagages, puis de pogner ton passeport pour aller aux douanes. Des fois, tu veux juste y aller, puis bing, bang, boom, c'est fait. Là. Fait que moi, c'est lui que je recommande. Puis il est super fantastique. Là. Il y a 2 pochettes, une pochette pour mon ordi, une autre pochette pour d'autres trucs. Souvent, je mets mon booster pack, là, des trucs de même. Puis il y a aussi une espèce de sangle au bout que tu peux attacher n'importe quoi avec n'importe quelle taille. C'est comme une clip. Oui, c'est en arrière. Tu peux mettre. Moi, ce que j'écoute, j'apporte des serviettes avec ça. Le pire que j'ai apporté, je pense, c'était un muffler complet de R3. Puis je l'avais mis là-dedans, puis ça avait marché. Puis écoute, j'avais les headers du muffler, de tout l'exhaust sur mon épaule droite. Puis j'avais la canne jusqu'au slip-on qui pendait après la moto. Puis il était tout emmêlé dans le sac, ça marchait super bien. Puis avec ce sac-là, qui est, je sais plus trop combien de litres, je pense que c'est genre 22 litres, quelque chose de même, j'ai aussi fait un voyage en Europe de 1 mois et demi, 2 mois, en backpack seulement, juste avec ça. Puis écoute, il a vraiment toffé, puis vraiment fantastique. Il y a une fois que le zipper m'a lâché parce qu'il était waterproof, mais il m'avait duré 3 ans avant qu'il lâche. Puis quand il m'a lâché, je suis allé à un cordonnier, puis j'ai fait changer le zipper, puis c'est fantastique. Bien, moi, je redécouvre ce sac à dos-là avec ma Triumph parce que j'ai plus de valise. Fait que j'étais obligé d'avoir un sac à dos. Fait que je l'ai ressorti, sorti du garde-robe, puis il est comme neuf encore. Fait que tous les côtés positifs que tu viens de nommer là, bien, je vais essayer de tous les utiliser. Mais je sais que la courroie derrière me permet de pouvoir transporter mon full face à travers la mentonnière. Oui, exact, c'est ça. Tu peux transporter ton casque super facilement. Puis une chose que j'ai oublié de dire, tu as des velcro aussi au niveau de tes épaules droite et gauche. L'utilisation derrière ça, c'est que tu mets tes cartes de crédit pour payer facilement et rapidement ton essence. Puis je l'ai utilisé jusqu'à temps que le velcro collait plus. Puis ben, la carte de crédit à 120 km/h à l'heure, en fait, piou! Fait que j'ai perdu ma carte de crédit, mon permis de conduire, puis ma carte de transmaladie tout d'un coup. Fait que ouais, non, ça peut-être ne pas l'utiliser. Mais sinon, c'est un sac fantastique. Fait penser, est-ce que tu mets des bouchons d'oreille, toi, dans ton casque? Non, je mets pas de bouchon d'oreille. J'ai un casque qui est quand même assez silencieux. Par contre, pas un Schubert, mais j'ai eu 2 Shoei GTR. C'est mes casques principaux. J'ai aussi un casque de motocross, un Bell MX-9, quelque chose de même. Puis j'ai jamais eu besoin de bouchons d'oreille, surtout pas avec ma musique. C'est sûr que des fois, quand je fais des raids de 5-6 heures d'affilée, mes oreilles bourdonnent, mais tu sais, quand tu fais des raids de même, tu as mal aux fesses, tes oreilles bourdonnent, tes mains shake. Ça fait partie du trip, là, c'est normal. Justin, tu as été jeune, maintenant tu vieillis. Est-ce que tu as une philosophie derrière ton guidon quand tu prends la route? Écoute, moi, ma moto, j'utilise beau temps, mauvais temps, indépendamment, autant comme moyen de transport, comme moyen de thérapie pour me sortir de ma dépression de temps à autre. Puis ma philosophie, en fait, c'est tant que j'ai du fun, vraiment, puis tant que j'ai du fun puis je save sa route pour les autres, moi, ça me va, là. Mais sinon, j'ai vraiment pas tant de philosophie. J'ai l'impression... Peut-être qu'il y a d'autres mondes comme moi aussi, là, mais plus je pense à qu'est-ce qui fait que la moto, c'est bien pour moi, moins j'enjoy la moto.
Parce que je fais juste penser à être dans ma tête au lieu d'être dans le moment présent. C'est quand même une chose difficile à faire pour moi. Puis les seuls moments que je suis capable de faire, c'est vraiment sur la moto. Parce que quand tu es sur une moto et tu te concentres pas à conduire ta moto ou à la piloter, en fait, tu diminues grandement ton expectance de vie. Là. Expectance de vie, j'aime beaucoup ça. Écoute, en parlant d'expectance de vie, je me dis, peut-être que tu as appris quelque chose trop tard dans ton expérience de motocycliste. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il aurait fallu que tu apprennes d'avance. As-tu le goût de nous partager quelque chose qui pourrait être qu'on pourrait influencer nos jeunes motocyclistes qui nous écoutent aujourd'hui? J'ai quelque chose en tête. Puis, écoute, on avait repassé à travers la question ensemble avant. Puis, j'avais vraiment rien qui m'est venu. Mais là, quand tu viens de reposer la question, j'ai quelque chose en tête. Puis quelque chose qui est vraiment très proche à mon cœur, puis à ma passion de moto, puis à comment je veux partager la moto avec les gens qui m'entourent. Puis, si j'aurais un conseil à donner, puis quelque chose à dire aux gens que j'aurais voulu apprendre plus tôt, c'est que les motocyclistes, on veut tous rider avec quelqu'un, mais personne n'a le guts de le demander tant que ça. Puis c'est ça que je proposais, c'est n'hésitez pas à demander à aller rider avec des gens. C'est beaucoup plus cool parce que tu partages des moments. 2, c'est plus safe parce que 1, vous apprenez les uns des autres, puis 2, vous êtes 2. Puis en plus, c'est tellement dur de trouver quelqu'un avec qui tu peux rider d'une façon qui te convient que ça vaut vraiment la peine d'essayer de rider avec des gens, puis des gens différents tout le temps. Puis moi, ça serait ça mon conseil parce que, écoute, j'ai ridé avec Stéphane, j'ai tellement appris avec lui. Puis il y a des trucs qui m'a. Ben oui, je te jure, non. Tu sais, c'est lui qui m'a appris à comment rider en groupe comme du monde. Puis maintenant, quand je prends des nouveaux avec moi ou je fais des groupes de moto, moi, j'applique beaucoup de ce que Stéphane m'a appris. Qu'en courbe, on va défaire la formation zigzag, puis on va commencer à faire intérieur, extérieur. Puis qu'il faut se laisser de l'espace pour faire ça. Tous ces genres de trucs-là. Puis c'est tous des trucs que les gens savent un peu, puis qui vont appliquer de temps à autre. Mais vraiment, c'est des choses que moi, j'apprends des autres. Puis vraiment, ça jumpstart ton apprentissage de moto vraiment plus vite. Tu es un gars qui influence, tu es un influenceur, je dirais, à travers les propos que tu nous dis, mais à travers l'amour que tu as pour cette passion-là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire d'autre, mais je sais que tu vas parler de plusieurs projets tantôt qui s'en viennent pour toi. Des projets qui vont peut-être justement nous amener sur Fortnite. As-tu le goût de nous parler de ça? Puis tu nous parles aussi de ton club que tu vas nous parler pour la moto électrique. Donc, en ce moment, je suis étudiant en génie mécanique à l'ETS. Je suis rendu à ma 2e année. Puis à l'ETS, il y a une grosse communauté qui font des clubs étudiants. Club étudiant étant... ils voient une compétition en Amérique du Nord sur un kart de course que tu builds, puis tu conçois, puis tu fabriques de toi-même. Puis en fait, moi, c'est ça que je vais faire. Je vais faire une moto électrique de course. Puis dans le fond, il faut la bâtir, il faut faire le frame, le châssis, il faut faire les piles, il faut calculer tous nos trucs, faire les fourches, assembler tous les trucs, puis s'assurer qu'on la teste, puis qu'elle soit fiable, puis sécuritaire. Puis moi, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de partir à un club de moto électrique. Là, j'ai parti ça encore une fois, comme tout mes projets, sur un coup de tête. J'ai quitté Baja récemment, puis j'ai décidé de partir ce projet-là. On a fait un document de 15 pages récemment, comme demande de reconnaissance de club à l'ETS. On l'a remis vendredi passé. Puis là, on est en attente du processus de l'ETS, de leur décision. Puis on est une dizaine de personnes qui sont super, super motivées. Des gens qui sont autant dans la moto, puis des gens qui sont pas dans la moto, mais qui ont vraiment envie d'apprendre. Puis on est tous super excités, on a vraiment hâte. Pour l'autre projet, écoute, c'est presque rien, là, puis je veux pas... je suis quelqu'un qu'il faut qu'il gère ses expectations puis mes hopes, là, mon espoir, parce que je suis trop excité, là, dans le fond. Sauf qu'avec toi, Justin, there's no limit. Aucune limite. Mais quand même, faut que je me gère. Puis là, dans le fond, j'ai vu sur Indeed, qui est un site de recherche de job, que Fortnite y engageait. Puis là, j'étais c'est drôle, on va engager des gens pour le warehouse, des trucs de même. Puis là, j'ai checké, puis là, ça disait vidéo presenter. J'ai fait, tant plus, il me semble que c'est la job de Ryan Fortnite, ça. Il me semble que c'est ça. Puis là, je check un peu, je lis la description, puis dans le fond, ça serait un vidéo présentateur pour des skidoo. Fait que ce serait quelqu'un qui est complément à Ryan, qui fait quelque chose de différent. Puis j'ai décidé d'appliquer. J'ai envoyé mon CV, une lettre de motivation, puis c'est ça. Je m'attendais pas de retour. 2 semaines plus tard, il m'envoie un message, il dit « Hey, on serait intéressé à avoir plus de nouvelles de toi. » Tout en anglais. Mais on aurait besoin d'un sample vidéo.
Puis moi, j'avais pas de sample vidéo, puis j'ai aucune expérience en vidéo presenting. Puis j'ai fait OK. Fait que je suis descendu en bas de chez moi dans mon garage souterrain, puis j'ai décidé de présenter mes motos comme si je travaillais à Fortnite, puis des trucs de même. Fait que j'ai fait la vidéo filmée sur un iPhone tout boboche, là, pas la qualité comme toi tu fais, Stéphane. Tout est fantastique. Hein? Puis bref, j'ai fait une vidéo de 3 à 4 minutes présentant mes motos. Je l'ai envoyé. Puis écoute, ça m'a vraiment laissé sur ma faim. Là. J'ai envie d'en faire plus. J'ai envie de travailler pour eux. Mais là, ils m'ont rien dit encore. Fait que faut que j'attende. Tu vois très bien comme présentateur chez Fortnite. Puis une bête du Québec, ce serait bien le fun de voir ça. Je te le souhaite beaucoup. Écoute, Justin, ça fait un bail hein, quand on est rendu... on n'a même pas joué une game de pool encore à côté de notre table de pool. Mais je pense qu'on achève nos bouteilles de bière. Puis j'ai le goût de te remercier énormément d'avoir accepté mon invitation pendant notre déjeuner tantôt. Tu ne savais même pas qu'est-ce qui t'attendait pour toi. Moto Balado, c'était rien encore dans tes oreilles. Mais maintenant, tu es vraiment mon premier invité sur Moto Balado et j'en suis fort aise. Tu sais, Stéphane, des remerciements comme ça, autant que tu me remercies d'avoir exprimé l'invitation, pour moi, c'est une opportunité. Puis moi, je te remercie de me partager tes passions avec toi. Puis je te remercie de m'inviter parce que vraiment, c'est une joie pour moi de faire ça. Puis c'est toujours une joie de te rencontrer puis de parler avec toi. On se dit à une prochaine, je l'espère, parce que je t'ai parlé de peut-être devenir un chroniqueur montréalais sur la balado, Moto Balado. Et ça me ferait tellement plaisir. Tu es tellement plugué avec l'instant du moment, sur tout ce qui est fébrile dans le domaine de la moto. Tu es un ambassadeur pour moi. Tu es un jeune ambassadeur, mais n'empêche que peu importe l'âge que tu as, tu as déjà beaucoup, beaucoup de kilomètres derrière la cravate. Puis tu m'as parlé tantôt que je t'ai donné des trucs. Ça fait plaisir de savoir ça. Que j'ai participé à ta fondation, mais tu as une Christie de belle fondation. Tu es rendu une belle maison. Et merci, Justin. Merci beaucoup de m'avoir octroyé ce temps-là. Merci beaucoup, Stéphane. Puis encore une fois, merci de m'avoir invité. Passe une très belle journée. Et sur ça, on se fait un chin. Chin. When you see the road from every direction, it will... J'espère que vous avez apprécié, tout comme moi, cette toute première entrevue Moto Balado. Justin, c'est un oiseau rare et je me suis dit qu'il représentait bien l'amour, la passion que nous dévouons tous à la moto. Dans notre prochain épisode, j'ai le goût de lever le voile sur le remisage de la moto pour la saison froide. Je vous propose donc une entrevue de style « Mon mécano, c'est un pro » où nous allons retrouver Dollar Bouliane, un mécanicien de moto travaillant chez l'ami Denis à Sherbrooke, dans son garage personnel pour traiter de ce sujet. Avant de vous quitter, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook Moto Balado pour y découvrir la photo de mon invité, mais également y laisser vos commentaires. Mon but, c'est de faire de notre émission de moto un truc que vous aimerez écouter et partager. N'oubliez pas, sur votre lecteur de balado, de vous abonner à Moto Balado. Comme ça, vous serez toujours à l'affût de la sortie des prochains épisodes. Moto Balado, c'est gratuit. Parlez-en à vos amis. Il est temps de détacher mon casque et vous dire à très bientôt. Moto Balado est une idée originale de Stéphane Lafrance. Il vous invite d'ailleurs à vous joindre à sa communauté Facebook Moto Balado pour y découvrir les photos de ses émissions et y partager vos commentaires. N'oubliez pas de vous inscrire à l'émission Moto Balado gratuitement via notre lecteur de balado et ainsi profiter pleinement de votre passion de la moto. Parlez-en à vos amis.